Alors, bonjour à tous, je suis Vincent Mocor, responsable de l'offre Digital Experience chez Smile, et je vous propose de nous suivre dans une série de petites interviews avec nos partenaires sur le sujet de la CDP, donc de la Customer Data Platform. Et donc nous commençons aujourd'hui avec Zamir et Dalila, des sociétés Ibexa et Raptor. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Donc Dalila Eden, partenaire manager d'Ibexa. Donc nous, on est une plateforme digitale d'expérience qui comporte différents modules qui permet d'aider les clients dans leur transformation digitale. Et l'une de nos briques est la CDP, donc Ibexa CDP, avec notre sister compagnie Raptor. Et donc Zamir, toi tu représentes Raptor Services. Tout à fait, Raptor Services, donc on est aussi une société sœur d'Ibexa. On fait partie du même groupe qui s'appelle Quantum. C'est d'ailleurs plus un écosystème qu'un groupe. L'idée est de fédérer, donc aujourd'hui on est 7 sociétés, de fédérer ces sociétés qui sont dédiées en fait à la transformation digitale des entreprises. Donc on va être dans les secteurs ce qu'on appelle des MarTech ou de la tech. L'idée avec l'ensemble de ces solutions-là, c'est d'être capable de digitaliser l'ensemble d'un cycle de vie client, depuis l'acquisition de ce client, avec nos solutions de plateforme publicitaire, de streaming publicitaire, Sindis, Annami, les amener sur des plateformes digitales, Ibexa notamment, personnaliser l'expérience grâce à Raptor, la CDP, la personnalisation, et fidéliser, accompagner et activer ses clients, donc avec notamment la plateforme Actito. D'accord. C'est vrai que nous, chez Smile, on travaille avec Ibexa depuis 2006, je crois. Et de ce que j'ai compris, Raptor est pour l'instant la société la plus intégrée, peut-être en termes de solutions, avec Ibexa par rapport aux autres entreprises du groupe Quantum. Tout à fait, donc c'est quelque chose qui a commencé depuis l'acquisition d'Ibexa par Quantum. Parce que l'idée était effectivement, et même avant, nos responsables produits réfléchissaient déjà à il faut une CDP dans Ibexa. Donc maintenant on a Ibexa CDP qui existe dans ce catalogue-là. Et derrière, effectivement, c'est Raptor qui l'a fourni en partenariat avec les équipes d'Ibexa. Est-ce que tu pourrais commencer par nous rappeler, nous préciser rapidement ce qu'est une Customer Data Platform? Bien entendu. Donc une CDP en 3 parties. La première, c'est ingérer toutes les sources de données de l'entreprise. La deuxième, c'est pour les centraliser, les scorer et les unifier et tout simplement valoriser ces données-là. Donc on va transformer de la donnée brute en données, ce qu'on appelle activables. Et on arrive donc à la troisième partie, c'est utiliser ces données-là sur tous les différents points de contact. Donc si je reviens au début, dans l'ingestion, en fait, ce qu'on va faire, c'est récupérer toutes les données propriétaires d'une entreprise. Parce que chaque marque, fabricant, génère en fait sur son site, sur ses magasins, ce qu'on appelle de la donnée propriétaire, de la donnée first party, gérée par des cookies first party. Et c'est en fait là-dessus que toutes les entreprises doivent aller, parce que demain, donc maintenant c'est déjà fin 2023, les plateformes en fait vont arrêter le support des cookies tierce party. Donc ils ne vont plus pouvoir se partager des données pour des raisons de protection, pour des raisons de confidentialité. Les cookies tiers ne vont plus être supportés par Chrome, c'est déjà le cas d'Apple. Donc l'idée c'est vraiment de valoriser son capital de données first party. Donc en fait, la CDP, c'est pas juste le nouveau nom de la DMP, dont on parlait il y a quelques années. Ouais, ça me rappelle des souvenirs. Voilà, qui est sans doute un petit peu mis à mal par cette politique de gestion de cookies. Oui, c'est exactement ça. Les DMP parlaient déjà d'unifier les données, sauf que les DMP étaient centrés sur ce qu'on appelle les données anonymisées. On va peut-être utiliser beaucoup d'anglicismes, on parlait des PII, mais c'est les données personnelles. En fait, le principe même d'une DMP, pour justement essayer de respecter les nouvelles règles de sécurité qui existent, le RGPD notamment, tout ce qui tourne à la politique de confidentialité des données personnelles, les DMP étaient centrés sur des données anonymes. Toutes ces plateformes de DMP ont été mises à mal par la fin de ces solutions, la fin de l'arrêt du support des cookies tierce party. Et il y a une autre composante, c'est que les DMP étaient très orientés aussi à la fois digital, donc uniquement web, et acquisition, c'est-à-dire d'aller justement pousser données vers des plateformes médias pour faire du retargeting publicitaire. Et quand tu disais que la CDP avait pour but d'ingérer toutes sortes de données de l'entreprise, on se focalise quand même sur les données clients. Oui. Et de ce point de vue-là, à quel point est-ce qu'une CDP rentre un peu en conflit
ou est amené à remplacer un CRM par exemple? L'idée en fait d'une CDP, c'est justement de ne pas remplacer telle ou telle solution. L'idée, c'est plutôt d'avoir une solution, alors oui, une solution supplémentaire, mais qui va venir consolider, centraliser des données clients et uniquement des données clients. Donc c'est vraiment ce qui est bien aussi avec les CDP, c'est qu'on va pas se dire, l'entreprise va pas se dire, non, on va se lancer dans une logique d'être une entreprise data et d'aller prendre toutes ces données, d'aller créer des usines à gaz. On va venir de façon pragmatique se connecter à un CRM, de prendre ces données CRM qui viennent plutôt de la relation client, voilà, d'où l'appellation CRM, qui viennent des ventes, plutôt avec des données offline, parce que c'est justement les ventes, d'aller se connecter à un e-commerce. Donc voilà, donc là en fait on va plutôt enrichir des données que de remplacer telle ou telle solution. Et un peu à l'autre bout du spectre, avant d'utiliser ces données pour activer des actions marketing, il y a une notion un peu de segmentation qui visiblement peuvent être gérées par une CDP. Je sais qu'on peut aussi l'utiliser plus dans des outils de campagne, ce genre de segment. Quel serait l'intérêt de réaliser ces segments plutôt côté CDP? L'intérêt justement avec la CDP, c'est qu'on va enfin aller sur une logique 360 degrés. Avant, les DMP étaient très orientés online, les marketing automation avant étaient très orientés plutôt offline. Là, avec la CDP, on va vraiment avoir une approche complémentaire. C'est là où aussi en fait on va venir enrichir, par exemple nous, on va enrichir la base client de notre société partenaire Actito avec tout ce qui vient du monde online, c'est-à-dire qu'on va être capable de tracer, suivre. C'est vrai qu'en même temps aujourd'hui dès qu'on dit tracer ou traquer, les gens n'aiment pas forcément, mais l'idée voilà, c'est plutôt suivre tout ce qui se passe sur le site internet, mais également en boutique, en service client, téléphonique, en support également. Donc c'est des données en fait qu'on peut récupérer et ça va permettre comme ça de vraiment unifier ces données. Comme on a cette vision à 360 degrés, du coup c'est la CDP qui a le plus de données et donc ça va permettre d'avoir une segmentation beaucoup plus riche et beaucoup plus fine. D'accord, ok, c'est le côté centralisateur qui fait que les segments sont plus pertinents à ces endroits-là. Et donc ces segments, est-ce que tu as quelques exemples d'utilisation de segments configurés en CDP pour activer L'idée, c'est en fait, c'est les exemples, ça va être de se lancer encore plus dans l'omnicanalité. Typiquement, d'essayer d'aller cibler les gens qui ont été en magasin mais qui n'ont pas forcément acheté et qui sont venus sur le site et qui n'ont pas forcément acheté et qui ont contacté peut-être déjà une personne au travers du service client et ainsi de suite. Donc là, on va pouvoir cibler différents canaux en même temps pour avoir vraiment une segmentation très fine. Et alors plus précisément, Raptor Services, qu'est-ce que vous proposez comme outil? On a créé notre CDP. En fait, Raptor Services vient en fait, du monde de la personnalisation et on reste un acteur de l'expérience client optimisée grâce à la personnalisation. On vient du monde de la ROCO e-commerce, activation e-commerce. L'idée, c'est d'avoir créé il y a 5 ans maintenant cette CDP pour aider les clients qui montent en maturité sur la gestion de leurs données. Et donc on a créé cette Customer Data Platform from scratch avec cette logique d'aller aider les entreprises à mieux activer des données clients dans des logiques retailer, e-commerce, personnalisation pour optimiser leur performance. Très bien. Et alors c'est une solution qui se déploie comment? C'est du on-premise, du SaaS? C'est du SaaS aujourd'hui, ça va nous apporter beaucoup plus de facilité, aussi bien pour nous, pour le développement de la solution, sa maintenance, son évolution, mais également en fait pour sa mise en place avec les clients. Donc aujourd'hui, le SaaS nous apporte de plus en plus de souplesse et de robustesse. Très bien. Je pense que ça va rassurer un certain nombre de clients potentiels. Voilà. Et très bien. Et en termes d'architecture technique, même si en SaaS, on ne va pas forcément mettre les mains sous le capot tout le temps, mais quelles sont les briques, les frameworks qui sont utilisés? Alors il y a différents technos, ce que je voudrais peut-être plutôt, comme tu l'as dit, c'est du SaaS. On ne regarde pas forcément ce qu'il y a derrière, mais on va parler de logique de base NoSQL, bien entendu, parce qu'il nous faut de la scalabilité. Hein. L'idée d'une CDP, son objectif, c'est d'aller enregistrer un grand volume de données, mais aussi d'avoir énormément de puissance de calcul. En fait, si on décompose notre solution en différentes briques, on a d'abord en fait un ETL en amont. On a développé notre propre ETL.
on l'appelle Data Manager. Ça va nous permettre d'importer, de synchroniser, de connecter en fait ces différentes données. Donc on va le faire en mode asynchrone, mais également en mode synchrone temps réel. On va avoir en sortie des connecteurs vers des plateformes d'activation. Les connecteurs pour Ibexa, par exemple, pour personnaliser l'expérience en ligne. Les connecteurs vers Actito pour personnaliser les emails. Et au milieu, on a deux gros composants. Donc, en plus de la base de données cliente, on va avoir l'Audience Builder. Donc c'est le composant, en fait, c'est l'outil qui est utilisé par les marketeurs. Et on va avoir en fait une couche importante d'algorithmes, d'intelligence artificielle qui va nous permettre de travailler aussi donc, la prédiction. Parce que c'est vraiment en fait cette partie-là qui est de plus en plus valorisée pour les clients et qui va créer en fait de la valeur pour les utilisateurs de la solution. Donc c'est utiliser l'intelligence artificielle, le machine learning, la prédiction pour scorer les clients, prédire quelle sera la prochaine action d'un client, quelles sont ses préférences, qu'est-ce qu'on devrait lui envoyer, lui recommander, lui afficher sur le site Ibexa et ainsi de suite. C'est vrai que ces sujets d'intelligence artificielle, voilà, c'est beaucoup d'actualité en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose qui est relativement automatisé avec des préconisations qui sont là à disposition, ou est-ce que un client va pouvoir aller, enfin un utilisateur, quand je dis client, utilisateur de Raptor va pouvoir aller configurer un peu plus finement des choses pour avoir des recommandations qui soient générées par du machine learning, mais avec des contraintes imposées un peu plus spécifiques à chaque besoin? On est sur une logique, l'intelligence artificielle, comme on vient de la Roco depuis 2009, on l'utilise depuis longtemps. En fait, on a notre force, c'est d'avoir presque un générateur d'algorithmes. L'idée, c'est d'avoir une solution SaaS, mais qu'on peut adapter à tous les différents besoins métiers. Ce qu'on fait maintenant, c'est utiliser ces modèles d'intelligence artificielle et avoir en fait les appliquer cas par cas. Donc, on va pouvoir comme ça personnaliser, régler les modèles en fonction des besoins des clients. Est-ce que, par exemple, dans le cas d'Ibexa, qui est très orienté B2B, voilà, dire comme c'est du B2B, comme il y a peut-être moins de clients qu'une logique B2C, et peut-être on va plus valoriser telle ou telle action. Je prends l'exemple par exemple de notre modèle qu'on appelle CLV, Customer Lifetime Value. C'est la nouvelle KPI en ce moment. Donc c'est la valeur à vie client si on devait la traduire en français. Donc c'est combien ce client nous a apporté historiquement et de prédire combien il va nous apporter dans le futur par rapport à son comportement, par rapport au comportement de tous les semblables. Et donc, on est capable, avec la CDP, de prédire combien un client va nous rapporter dans les 6 mois, dans les 12 prochains mois. Et tout ça va pouvoir permettre de construire des segments, j'imagine. Et par exemple, les clients, on sait qu'ils vont produire un certain nombre de chiffres d'affaires complémentaires. C'est peut-être l'occasion de leur proposer des offres un peu plus haut de gamme, des choses comme ça. Et par contre, ceux où on a l'impression que c'est plutôt, d'après les prédictions des décrocheurs, mettre en place des actions pour justement les refidéliser à la marque. C'est exactement ça, en fait, et c'est là où en fait on va faciliter la vie des marketeurs au lieu de se lancer dans des logiques de ciblage très complexes, d'aller dans des logiques de data marketing, data scientist poussées. Un marketeur va pouvoir dire je veux mes clients les plus fidèles. En fait, on les met en haut à droite, tout simplement dans un carré. Si on doit les représenter, c'est ceux qui nous rapportent, ceux qui nous ont déjà rapporté le plus de valeur et ceux qui sont susceptibles d'en rapporter le plus dans le futur. Donc on va pouvoir dire ceux-là, c'est mes VIP. On va pouvoir détecter de la même façon le ventre mou, les gens qui ont fait un peu, mais pas beaucoup. Donc, c'est des clients en fait qui sont à fort potentiel. Donc, on peut créer une audience et activer ces gens-là qui ont acheté une fois, 2 fois, et justement leur envoyer des offres un peu plus alléchantes, donc des incentives, des coupons, des offres de réduction, mais tout ça de façon personnalisée. Et dire voilà, c'est la cible à fort potentiel, comme on dit, et on va les faire monter comme ça dans sa catégorie utilisateur. Et comme tu l'as dit, on va aussi détecter les décrocheurs qui sont en bas à gauche, toujours dans ce tableau. On le voit parce qu'on détecte qu'il y a moins en moins d'interactions, de moins en moins de visites sur le site. On peut même voir que, en fait, est-ce qu'ils ont consulté des fiches produits et en fait, ils ont consulté des produits, ils sont restés un X instant sur une fiche produit, mais ils l'ont jamais acheté et ils reviennent. Et là, on voit, là, il faut lancer une campagne pour récupérer les décrocheurs
ce qu'on appelle en anglais des campagnes anti-churn. Et là, d'être plus agressif et d'activer ces clients-là via des campagnes de marketing, des campagnes d'emailing ciblées, et, ou sinon, il dit, bah voilà, ceux-là, on leur envoie des emails et justement, on a détecté qu'ils regardent de moins en moins des emails, donc ça montre que leur score d'engagement est de plus en plus faible. Ce qu'on peut faire, c'est reprendre tous ces gens-là et les mettre dans une nouvelle audience pour essayer de les cibler, cette fois-ci, sur un réseau social. Alors j'ai l'impression que ce côté machine learning, ça fait partie des atouts de la solution. Par rapport à d'autres acteurs du marché, qu'est-ce que tu penses seraient des faits un petit peu importants qui distinguent Raptor d'autres acteurs? Quand on regarde la famille des CDP, on peut les catégoriser en 3 grandes familles. Celles qui sont dédiées à l'activation marketing, au data management, et celles qui sont dédiées à la data analytics. Donc ce qu'on a voulu faire, de par en fait notre historique e-commerce, c'est vraiment de se concentrer sur l'activation marketing. Du coup, ce qu'on a fait, c'est d'avoir fait la solution la plus simple d'usage pour des marketeurs, pour utiliser les meilleures données au meilleur moment. Raptor aujourd'hui c'est 300 clients et on discute avec eux, on travaille avec eux et ils nous le disent, notre outil est très facile d'usage au quotidien. On a tendance aussi à oublier que un outil il est fait par des ingénieurs et c'est jamais les ingénieurs qui les utilisent, donc voilà. On préfère essayer de faire un outil très simple, quitte à peut-être pas gérer telle ou telle fonctionnalité parce qu'elle va venir complexifier les choses. Donc, et ça, c'est vraiment notre force, c'est cette activation marketing et tous les clients nous le disent, Raptor, on peut l'utiliser au quotidien très vite, avoir un segment, pousser ce segment dans Actito, dans Ibexa, dans n'importe quel outil tiers pour faire cette activation-là. Et c'est vraiment notre point fort et qu'on vient enrichir depuis 1 an maintenant et même plus avec de plus en plus de modèles d'intelligence artificielle. L'idée, c'est pas en fait d'avoir qu'un seul modèle, d'avoir une seule intelligence artificielle et lui dire d'essayer de faire tout et n'importe quoi, mais d'avoir cette logique de modèle. Donc je l'ai nommé tout à l'heure, le premier on l'appelle CLV. On va avoir un autre modèle qui va nous permettre de détecter les affinités produits, donc ça veut dire qui aime quoi, et donc de faire des recommandations derrière, et d'avoir un troisième modèle qui va être justement de prédire le prochain achat. Donc c'est ce qui va nous permettre comme ça de lancer des campagnes et ce qui permet de faciliter la vie des marketeurs, des e-commerçants. Et tu parlais au début de l'interview du fait que c'était important de pouvoir se connecter à toutes sortes de sources de données dans l'entreprise. Est-ce que tu as quelques exemples ou peut-être un peu le nombre de connecteurs qui sont à disposition? Ce qui est bien avec Ibexa CDP, si je prends ma casquette Ibexa, donc c'est Ibexa CDP, mais vous avez aussi Ibexa Connect dans le catalogue. L'idée, c'est avec cette iPaaS, Integration Platform as a Service, la possibilité de venir se connecter en fait à un large choix de solutions diverses et variées. Donc très facilement, en approche low code, no code, d'aller se connecter à un ERP, à X solutions de marketing, parce que ça c'est aussi un point important, c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution des besoins, des contextes marchés, en fait, toutes les sociétés ont rajouté des nouvelles solutions de digital marketing. Avant, on rajoutait des solutions d'analytics, des solutions de performance, des solutions de chat, des solutions d'analyse. Quand on regarde les stats de Forrester, Gartner et autres, aujourd'hui, en moyenne, une entreprise utilise environ 25 solutions, ce qu'on appelle MarTech. Donc l'idée, d'être capable, avec ce catalogue qui est fourni par Ibexa Connect, d'aller se connecter à des solutions d'A/B testing, des solutions de génération de contenu, des réseaux sociaux, capter tout ça et d'aller le mettre dans notre base de données. D'accord, si je résume, Raptor, lui, se focalise pas sur avoir beaucoup de connecteurs, mais un très bon connecteur vers cette iPaaS. Et c'est lui qui est en charge de suivre les tendances du marché, de se connecter à toutes. C'est ça, se connecter à toutes ces différentes sources de données. Donc Raptor se connecte particulièrement bien après en sortie pour exploiter les segments à Ibexa. Mais est-ce que c'est exclusif ou est-ce qu'il y a d'autres
d'autres CMS, d'autres outils, d'autres applications mobiles auxquelles Raptor peut se connecter. L'idée, c'est de se connecter à toute source et également à tout canal d'activation. Bien entendu, l'idée, c'est avec Ibexa, qui avait ce prisme digital, de faire cette activation en ligne. Après, on va pouvoir le faire également sur toutes les plateformes de marketing automation, en particulier Actito, qui fait partie du groupe Quantum. La force de Raptor, effectivement, on l'a intégré à Ibexa, parce que c'est Ibexa CDP, donc forcément, ça va activer sur Ibexa DXP, sur les sites, les portails B2B. Mais la logique d'une CDP, c'est être capable justement d'être omnicanal et d'activer tout canal. Donc à la fois sur la partie Ibexa, de l'emailing. La CDP, elle est nativement connectée à Ibexa. C'est la CDP qui va permettre de personnaliser l'expérience en ligne sur le site Ibexa, que ce soit des sites vitrines, des portails, des espaces clients. Mais la logique, c'est être capable en fait d'utiliser ces informations-là et de les pousser sur n'importe quel canal. On va le faire avec Actito pour envoyer déclencher. On va pas envoyer juste un mail, mais on va déclencher en fait des séquences d'activation par le canal email. Même de ce côté-là, ça peut être omnicanal. On va faire de l'email, mais on va pouvoir faire du SMS et ainsi de suite. Donc on a toute cette logique-là, c'est essayer de toucher les clients sur leurs canaux préférés également. L'idée n'est pas justement de les agresser partout, mais de détecter quel est leur canal préféré et dire s'ils sont venus sur le site, ils reviennent sur leur site, et de personnaliser le site. Mais s'ils utilisent justement, ils ont plutôt l'habitude d'interagir sur les emails, de les activer sur des campagnes d'emailing. Et dans un cas plus B2C par exemple, d'y avoir moyen de faire remonter aussi de la donnée lors d'un passage en magasin, quelque chose comme ça? Pareil, c'est de la logique CDP. Je disais tout à l'heure, c'est 360 degrés. Derrière, c'est l'omnicanal et le cross-canal. On a aussi un très bon cas d'usage dans un magasin de bricolage qui prend tout ce qui se passe en magasin, donc au travers du système de ticket de caisse, donc ce qu'on appelle les points de vente, les points Toy Sales et les systèmes de fidélité. En fait, on injecte ça dans la CDP et après, c'est des gens qui peuvent revenir sur le site internet justement parce qu'on leur envoie des emails personnalisés. L'idée, c'est faire de la vente additionnelle en ligne. Donc parce que vous êtes venu en magasin, vous avez acheté un barbecue, c'est-à-dire t'as acheté le barbecue, mais t'as pas acheté les nouveaux accessoires pour retourner les saucisses automatiquement ou la nouvelle cheminée pour allumer le barbecue en moins de 5 minutes. J'ai essayé ce week-end, c'est génial. Donc en fait, ce qu'on va faire, au lieu de juste faire, on le voit souvent en magasin, l'expérience cross-sell, vente additionnelle en magasin, c'est quand tu t'approches des caisses, tu vas avoir des bonbons, des chewing-gums. Dans les magasins de bricolage, tu vas avoir des tournevis, des piles, du scotch. Là, c'est effectivement, t'as acheté ton barbecue en magasin. Une fois que tu l'as acheté, on va attendre 3, 4, X jours. Donc on a la possibilité de définir combien de temps on va attendre et d'envoyer justement une promo, une offre additionnelle. Parce que vous avez acheté un barbecue, on vous fait X% sur ce lot d'ustensiles. Oui, je pensais aussi éventuellement à un feedback peut-être avec des tablettes vendeurs ou au passage en caisse pour dire tiens, est-ce que vous êtes content de ce que vous avez acheté il y a 3 mois on a une nouvelle gamme ou quelque chose de complémentaire à ce que ça, c'est également quelque chose qu'on peut faire. Donc moi, je viens de parler d'un exemple où on faisait du magasin vers le site, mais on peut faire exactement l'inverse, tout simplement parce que les gens ont déjà acheté, on a tout leur historique et on sait qu'ils ont aussi acheté à la fois en magasin et en ligne. On peut alimenter des systèmes, des outils d'aide à la vente, donc voilà, des tablettes, ça va être des applications et pousser, recommander des offres, afficher déjà, parce qu'une logique de la CDP, c'est comme on a une vision complète de tout ce qu'a fait la personne. Donc en fait, on est vraiment capable de créer ce qu'on appelle cette single customer view, cette vision client unique. Et donc on sait exactement ce qu'a fait la personne, quand est-ce qu'elle l'a fait, est-ce qu'elle l'a acheté, est-ce qu'elle a visité, est-ce qu'elle a contacté. Donc ça permet vraiment derrière de personnaliser toutes les interactions. Et donc là, pour peut-être rentrer un peu plus dans du concret, de la mise en place de Raptor CDP, comment est-ce que serait répartie cette responsabilité entre justement vous l'éditeur, le client, qui est notre client commun, et puis nous en tant qu'intégrateur, on a un rôle à jouer. Comment est-ce que ça se passe ? Spoiler alert, ça se passe bien, mais l'idée en fait c'est effectivement avant tout c'est
On va venir, effectivement, on va apporter, nous, en tant qu'éditeur, à Ibexa Raptor, l'expertise technique. Là où on va intervenir aujourd'hui, c'est vraiment aider vous, intégrateurs, sur toute la partie suivi, tracking. Donc, s'il y a des besoins de customiser des choses, on va être capable de le faire. Vous aider à créer les connecteurs, mais comme on l'a dit, il y a Ibexa Connect qui va permettre d'aller activer. Mais la partie la plus importante, c'est vous, en fait, avec votre casquette métier, conseil. C'est vraiment surtout, et c'est la partie, en fait, la plus importante d'un projet de CDP, c'est vraiment de travailler en amont sur les cas d'usage. Les cas d'usage, c'est d'abord, nous, c'est ce qu'on préconise, en fait, sur tous les différents projets. C'est qu'on achète une CDP. Bon, effectivement, on achète, bien entendu, un outil, mais c'est déjà se mettre en amont sur qu'est-ce qu'on veut faire avec cet outil. Est-ce qu'on veut personnaliser? Est-ce qu'on veut faire de l'analyse de données? Est-ce qu'on veut faire de l'activation marketing? Donc c'est nous, ce qu'on préconise, c'est voilà, réfléchir aux stratégies. Je veux ma vision à 360 degrés client. Je veux augmenter mon chiffre d'affaires en personnalisant tous mes points de contact. Donc c'est définir ces stratégies long terme, mais de réfléchir sur des cas d'usage court terme. Qu'est-ce qu'on va faire spécifiquement avec les données qu'on a, avec les données qu'on veut récupérer, créer, avec les canaux qui sont à la disposition? Est-ce qu'on va ajouter des nouveaux canaux? C'est des choses sur lesquelles on peut être amené, toi comme moi, à préconiser aux clients. Bah oui, vous avez l'email. Bah tiens, ça serait peut-être bien aussi de faire du réseau social en plus, d'aller faire du push également. Donc c'est des solutions qui n'ont pas forcément été anticipées par le client. Voilà, c'est réfléchir vraiment, qu'est-ce que je vais faire avec mon outil? Et ça, l'idée, c'est vraiment de venir en amont. C'est là où, en fait, vous avez une vraie casquette à jouer. On cherche, avec Ibexa, avec Raptor, des partenaires qui soient capables, justement, d'aller dire, monsieur le client, on va réfléchir, on va centraliser vos données, comment on va faire de la vente additionnelle. Donc, on va déjà faire une première audience sur tous les gens qui ont acheté une fois, deux fois, X fois. À ceux-là, on va leur envoyer l'offre A, l'offre B, l'offre C, et ainsi de suite. Donc c'est des scénarios. Donc, les clients ont des niveaux de maturité un peu différents, et puis nous, on intervient du coup pour les accompagner, les faire grandir là-dessus avec des profils type data scientist et consultants en stratégie, marketing numérique, etc. Ok. C'est des projets de mise en place qui durent combien de temps à peu près, en général? On est dans l'industrie depuis très longtemps, mais il n'y a pas un projet qui est identique. Mais ça va dépendre du nombre du cas d'usage, comme je le disais. Forcément, plus il y a de cas d'usage, bien entendu, l'idée, c'est pas forcément d'aller tout faire d'un coup. De toute façon, l'approche, c'est de prendre un cas d'usage, de réaliser, de regarder ce qui marche. Voilà, donc en plus c'est bien, c'est comme on peut faire du test and learn et essayer d'améliorer un premier cas d'usage, d'en rajouter un autre et ainsi de suite. Après, c'est des choses qu'on peut faire assez facilement. On va être sur des projets qui varient beaucoup, mais on peut avoir des projets qui durent 50 jours hommes sur la mise en place. Mais après, l'idée, c'est effectivement avec des équipes métiers, d'accompagner en fait régulièrement le client dans ses opérations. Donc il y a effectivement un accompagnement sur la durée, mais après pour la mise en place initiale, si on considère que la partie CDP, que tout le reste est déjà en place, au bout de 3 mois, on commence à avoir quelque chose envisageable en termes de planning. Voilà, mais même après, je dis, il y a des cas d'usage, ça peut être 3 semaines. Après, l'idée, on va pas dire qu'un projet de CDP c'est en 3 semaines, bien entendu, faut pas garder ça en tête. Mais l'idée, c'est qu'on a des premières retombées très rapidement, quelques semaines, et pour avoir quelque chose de valorisable. Et donc peut-être un dernier élément qui va intéresser aussi les décideurs qui nous écoutent, en termes de coûts, on parle de quel budget à peu près par année peut-être? Déjà dans une logique d'année, on a une solution SaaS, on travaille sur des logiques annuelles. Après, les prix ils vont varier en fonction du nombre de clients. Voilà, après, il y a différents critères qui rentrent en ligne de compte. Mais on essaye de faire quelque chose d'assez simple et de travailler en fait sur des paliers. Après, on a un premier palier en fait qui démarre à 37 000 € par an, par exemple, et derrière, en fonction, bien entendu, le prix va varier en fonction des différents paliers. D'accord. Ça évolue surtout en fonction de la base de clients qui est traitée par la CDP. La base d'information, la base de clients. Et donc voilà, l'interview touche à sa fin. Merci Daïla, merci Zamir. J'espère qu'on va continuer à faire énormément de projets ensemble. Merci beaucoup et merci de nous avoir accueillis. C'était vraiment un vrai plaisir. Moi je vous donne rendez-vous pour d'autres interviews qui vont prochainement venir. Merci.